Bonjour, nouveau numéro de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable sur Public Sénat. Aujourd'hui, on vous parle de ces solutions pour sauver la planète applicables tout de suite pour peu que les politiques s'en donnent les moyens. Des innovations portées par nos PME, nos startups, qui peuvent nous permettre, non pas dans 10 ans, mais dès maintenant de réduire notre consommation énergétique et notre impact carbone, le tout dans une logique de rentabilité économique. Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour, Très heureux de vous avoir dans cette émission sur Public très heureux Sénat. d'être là. On ne vous présente plus, mais on le fait quand même. Vous êtes le premier homme à avoir eu cette chance de faire le tour du monde à bord d'un avion propulsé uniquement à l'énergie solaire, le célèbre Solar Impulse. Solar Impulse, c'est aussi la fondation, votre fondation, qui recense depuis 2003 les solutions techniques les plus rentables, les plus propres au service de l'environnement. Puis il y a un nouveau combat. C'est votre combat actuel. C'est cette campagne donc de prêt à voter que vous avez lancée pour accélérer la transition énergétique en France. Il y a vraiment urgence. En même temps, quand on lit le dernier rapport du GIEC, on se dit que oui, il faut accélérer là, hein. Alors, il y a urgence, il y a beaucoup de problèmes. Une fois que vous avez dit ça, vous découragez tout le monde parce que tout le monde va penser que le problème est trop gros pour qu'on puisse agir. Donc moi, j'ai essayé d'inverser la chose et de parler davantage de solutions que de problèmes et de montrer qu'on peut répondre à l'urgence par le fait que des solutions soient économiquement rentables, soient attrayantes, soient créatrices d'emplois, soient enthousiasmantes. Alors, on a cherché avec la Fondation Solar Impulse combien il y en avait dans le monde. On en a trouvé jusqu'à maintenant 1500, Ouais, 1486. ouais. Et ces solutions sont à disposition, mais elles ne sont pas utilisées, même si elles sont économiquement rentables. Et on a regardé pourquoi. Et on a pris en France 50 solutions qui auraient vraiment un bénéfice magnifique pour décarboner. Et on a demandé aux innovateurs ce qui les bloquait. Et ils nous ont donné des obstacles réglementaires, des obstacles législatifs, etc. Ce qui fait qu'on a demandé à un cabinet d'avocats de tourner tous ces problèmes en recommandations de changement législatif Ouais. et on a sorti ce prêt à voter. Mm. C'est pas un livre amusant à lire pour des non-spécialistes, mais c'est 50 recommandations législatives Ouais. pour les parlementaires, de manière à débloquer les obstacles qui jusqu'à maintenant empêchaient des solutions de se développer. Donc vous les interpellez, ces politiques, avec donc dans votre besace ces 50 solutions, applicables tout de suite, j'insiste, 50 applicables. recommandations, parce que Oui, les oui, solutions, il y en a 1500. ouais, et vous les avez tous rencontrés, hein. Emmanuel Macron, la Première ministre, madame Borne, les Oui, députés, les sénateurs, Valérie Pécresse, présidente de la oui. région Île-de-France. Vous avez senti une marque d'intérêt au minimum, un intérêt fort, voire plus? Parce qu'on se dit, ils vous ont reçu parce que vous êtes Bertrand Piccard et que, pour leur image, c'est bon de s'afficher avec vous. Quelle est la sincérité dans leur démarche? Alors vous savez, je m'attendais à être très bien reçu par les écologistes et par la gauche en disant voilà, on va pouvoir pousser des solutions sur le plan législatif. Et en fait, ceux qui se sont le plus intéressés, c'est centre-droite et droite. C'est les Républicains, c'est Renaissance. C'est à ce niveau-là. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit eux qui poussent autant les solutions. Valérie Pécresse s'est arrangée pour qu'il y ait 5 amendements déposés à la loi, au projet de loi sur l'énergie, en prenant 5 recommandations du prêt à voter. Donc en fait, il y a eu beaucoup d'intérêt, mais ça venait pas forcément d'où je pensais. Et je n'ai pas encore eu l'occasion d'être auditionné par la gauche, par les écologistes. Ce sont les commissions des autres partis qui m'ont auditionné. C'est assez curieux, mais enfin c'est comme ça. On peut faire déjà, Bertrand Piccard, un petit bilan, peut-être tiens sur la région Île-de-France. On se dit quoi? Vous avez proposé les data centers, une solution pour rendre les data centers, plus propres. Elle n'a pas été retenue, je crois, cette proposition, hein. Non, non, mais regardez, c'est vraiment étonnant. Il y a des recommandations qui ont été intégrées, hein, c'est l'agrivoltaïsme et le solaire flottant, Ça, c'est dans le projet de loi? dans le projet de loi. Ouais, moi je parlais au niveau de Mais la on région. demandait Ouais. non, mais on demande non, non, alors à la région, c'est clair que ça va être utilisé. Valérie Pécresse est passionnée par ces solutions, Jean Rottner à la région Grand Est également, mais il y a eu des amendements qui ont été amenés au Parlement pour que certaines de ces recommandations puissent intégrer la loi. Notamment que la chaleur des data centers puisse être utilisée pour chauffer des villes et que les émanations de méthane des décharges publiques puissent être récupérées pour être réutilisées comme énergie à la place du gaz russe. Eh bien, c'est quand même extraordinaire de voir que ces 2 amendements ont été refusés parce que les arguments, c'est de toute façon, on veut diminuer les décharges publiques, donc on ne va pas récupérer le méthane des décharges publiques, je ne vois pas le rapport.
L'autre amendement sur les data centers a été refusé parce que le but est d'avoir des data centers qui chauffent moins, mais il y a quand même de la chaleur à récupérer. Donc en fait, il y a une logique dans le monde politique qui m'échappe, clairement. On amène des solutions qui sont économiquement rentables, qui peuvent tout de suite entrer en fonction, qui sont crédibles, qui créent des emplois, qui améliorent la qualité de vie, et puis on ne les retient pas. Pourquoi ces blocages alors? Parce que pour arriver à débloquer quelque chose, il y a beaucoup de règles administratives à changer, de règles bureaucratiques à changer. Et je vais vous dire une chose, il y a quand même pas mal de gens qui pensent que c'est plus simple de rien changer que de changer quelque chose, que c'est plus facile. Et je pense que ce qui va détruire la planète, c'est pas forcément la pollution, c'est la paresse et la paralysie et la complaisance. On croit qu'on fait Et déjà beaucoup l'immobilisme. et on fait absolument pas Ouais. assez. Quelles sont les propositions qui ont été retenues, Bertrand Piccard, notamment dans le projet de loi, enfin, dans la loi désormais sur les énergies renouvelables? Il y a eu l'installation des panneaux solaires flottants. Oui, Ça a été retenu. oui, ça a été retenu et heureusement parce que vous avez une entreprise comme Accio Énergie, qui est une entreprise française, qui a mis à peu près 10 ans pour installer des panneaux solaires flottants sur un lac artificiel, un lac de carrière en fait, dans le Vaucluse. 10 ans pour ça. Vous savez, les énergies renouvelables, c'est pas que du solaire et du vent, c'est aussi d'hydroélectrique de petites rivières. C'est mettre dans des rivières des petites turbines entraînées par l'eau qui produisent de l'électricité pour un village. Et ça, c'est pas un problème pour les poissons parce qu'on prend pas toute la rivière. C'est aussi la géothermie. C'est pouvoir brancher des pompes à chaleur sur des puits géothermiques à 180 mètres de profondeur. Ça aussi, il faut des facilités administratives parce que sinon, on n'arrive rien à bouger, on n'avance pas. Et donc ces solutions qui auraient mérité d'être intégrées pour le coup, à cette loi, ce projet de loi sur les énergies renouvelables, ça n'a pas été le cas, vous êtes déçus? Oui, parce que cette loi est fragmentaire, elle est lacunaire. Il faut... Vous savez, ça sert à rien de vouloir produire plus d'énergie, même renouvelable, tant qu'on continue à gaspiller l'énergie avec des systèmes qui sont complètement inefficients, avec des lampadaires d'éclairage public qui n'ont même pas d'ampoule LED et des choses comme ça. Aujourd'hui, si vous mettiez des ampoules LED partout où il n'y en a pas encore en Ouais. France, ça équivaudrait à la production énergétique de 4 centrales nucléaires. Mmh. C'est l'énergie qu'il faut pour faire rouler 7 millions de voitures électriques. Pourquoi ça n'a pas été accepté ça? Enfin voté. Je sais pas, demandez-leur, invitez-les Qu'est-ce qu'ils vous répondent pour quand vous répondre. allez les voir, les députés, les sénateurs? Mais certains sont très On a du mal à intéressés. comprendre encore une fois le blocage, hein. Ils nous disent que c'est une initiative de démocratie participative, qu'ils aiment beaucoup ça, qu'on va aller faire des auditions avec toutes les commissions, avec davantage de parlementaires, etc. Puis on attend, puis on attend, puis on demande des invitations pour aller parler. Alors ces 50 solutions, elles ont été retenues parmi, donc on l'a dit, les 1450 labellisées par la fondation, Solar Impulse pour protéger l'environnement. Elles sont applicables, réplicables à l'échelle nationale, elles sont rentables. Exemple, vous allez voir avec, 2 innovations, on est dans l'univers de la voiture, mais aussi des fameux panneaux solaires flottants dont on a parlé tout à l'heure. Reportage signé Manuel Lègre. Pollution, réchauffement climatique, fonte des glaces, un compte à rebours s'est enclenché. Notre planète est sur le fil. Il faut agir vite et pour cela, des solutions il en existerait quelques-unes. Selon la fondation Solar Impulse, 1400 initiatives concrètes prêtes à l'emploi pourraient permettre à notre planète de sortir la tête de l'eau. Parmi elles, Logico à Mérignac, près de Bordeaux. Cette entreprise s'est fixée pour objectif d'aider à moindre coût les automobilistes à réaliser leur transition écologique. T'en as combien à faire aujourd'hui là? Une trentaine. Une trentaine? Ouais, si Bon. je peux en faire 31, c'est bon. Le transport représente 23% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, dont 40% proviennent uniquement des voitures. Et ces chiffres ne font qu'augmenter. Il y a de plus en plus de moteurs thermiques sur la planète. D'ici 2027-28, on aura plus de 2 milliards de véhicules thermiques sur Terre. Alors que le Parlement européen a voté l'interdiction pour les constructeurs de vendre des véhicules thermiques à partir de 2035, la flotte déjà existante pourrait mettre encore quelques années à disparaître avant d'être remplacée par des voitures électriques. Alors, comment cohabiter avec, tout en diminuant leur impact sur la planète? La solution,
se trouverait dans cette petite boîte. Alors ce produit, c'est très simple, c'est la Blue iBox de Logico. On peut la mettre sur n'importe quel moteur thermico-essence. Son but essentiel, ça va être de réduire la pollution. On va diviser quasiment par 2 la pollution. Parfois, on a été jusqu'à plus. On a des véhicules que nous avons équipés où on a réduit par plus de 98% l'opacité du moteur. Donc vraiment une réduction drastique de la pollution. Le principe est simple, cette boîte contient de l'eau déminéralisée et donc de l'hydrogène. La molécule est injectée dans le moteur, ce qui lui permet de réaliser une combustion parfaite et de réduire sa production de CO2. En moyenne, il faut compter 1 000 € pour l'équipement et l'installation. C'est une alternative durant le temps de la transition écologique pour que les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter aujourd'hui un véhicule électrique qui peut coûter plus cher ou qui peut ne pas correspondre d'un point de vue de l'autonomie du véhicule à leurs besoins aient une solution. Aujourd'hui, Logico ne compte pas s'arrêter là. Les ingénieurs planchent sur une version XXL de ces boîtiers dans le but d'équiper les poids lourds, responsables de 6% des émissions de gaz à effet de serre en Europe. D'ailleurs, la Commission européenne pourrait interdire la vente de camions et bus polluants d'ici 2040. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut agir sur différents leviers, comme par exemple la production d'énergie verte. Se passer des énergies fossiles, c'est se tourner vers les éoliennes, sur terre, mais aussi en mer. Les panneaux photovoltaïques se sont également répandus sur les toits de nos maisons, de nos hangars, dans les champs, mais aussi sur l'eau. Nous avons rendez-vous en banlieue de Lille, chez Ciel et Terre. Depuis 2006, l'entreprise est spécialisée dans l'installation de panneaux photovoltaïques flottants dans les bassins artificiels. Elle compte 270 projets dans plus de 30 pays. Alors le solaire flottant a un des gros avantages, c'est le refroidissement naturel des panneaux qui permettent de gagner en productivité, de gagner en efficience. Le deuxième point, c'est de limiter l'évaporation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sécheresse. Mais l'un des points qui touche le plus le citoyen, c'est l'impact de l'installation sur l'environnement. Sur Terre, certaines forêts et zones naturelles sont détruites pour faire place à plusieurs hectares de panneaux solaires. Mais qu'en est-il des installations flottantes ? On est moins confronté en termes d'acceptation concernant le solaire flottant, tout simplement parce que on ne vient pas modifier la nature du site, en tout cas on ne la modifie pas fondamentalement. En fin de vie, on est capable de tout simplement retirer ces flotteurs de l'eau et laisser le site tel qu'il était initialement. Les étendues d'eau sélectionnées pour l'installation de panneaux solaires flottants sont rarement exploitables par l'humain. Il s'agit très souvent de barrages hydroélectriques, de bassins d'irrigation ou encore de lacs, de carrières et miniers. Le potentiel aujourd'hui en France est d'un peu plus de 20 gigawatts, sachant qu'à l'instant T, il doit y avoir que quelques centaines de mégawatts installés, donc on a encore de belles perspectives en France. La France ne manque donc pas d'étendues d'eau douce. Mais pour anticiper l'avenir, la loi Accélération Climat vient de faciliter ce type d'installation flottante dans le domaine public maritime naturel. Bertrand Piccard, vous en pensez quoi alors? Vous êtes à la source de ces deux innovations. Comment vous les avez retenues d'ailleurs ces deux-là? Il y a eu un filtre, comment ça s'est passé? Alors, les solutions sont présentées à nos experts. On a un groupe de 370 experts indépendants qui examinent selon les critères qu'on a donnés, donc crédibilité, application immédiate, rentabilité et écologie. Et freins qui doivent être levés. Et les freins qui doivent être levés. Ouais. Mais ça, ce n'est pas les experts qui décident de ça. C'est le premier filtre alors. C'est le premier filtre pour donner le label. Ouais. Et notre label est le seul label actuellement au monde qui certifie la rentabilité économique d'un produit ou d'un système ou d'un matériau ou d'un appareil qui protège l'environnement. C'est vrai que ces 50 solutions, elles pourraient, selon vous, décarboner de 30 à 40% notre pays si on les appliquait toutes? Oui, c'est ce qu'on a calculé avec nos experts. Ouais. C'est colossal. Hein. Et c'est colossal. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Parce que ce n'est pas un sacrifice. On ne demande pas à l'État des subsides pour payer les utilisateurs ou les innovateurs. On demande simplement de modifier la réglementation ou la législation pour que ça puisse se faire plus rapidement. Vous souhaitez inscrire dans la loi un objectif de valorisation de 75% des déchets non dangereux à horizon 2025. C'est ça. Hein. Oui.
Parce qu'en Oui, fait, l'idée, c'est qu'avec ce prêt à voter, je le réexplique, vous mettez en avant des solutions proposées par des industriels pour qu'elles soient ensuite généralisées en étant inscrites dans la loi française. C'est ça que vous oui, faites. exactement. Explication donc encore une fois. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, beaucoup vont vous dire que c'est pas possible de faire ça, de cet objectif de valorisation de 75% des déchets non dangereux à horizon 2025, issu d'ailleurs souvent des chantiers de construction. Et vous, donc, dans votre On m'a besace, aussi dit que faire du tour du monde en avion solaire serait impossible. On pensait que faire voler un ballon autour du monde sans escale, c'était impossible. Vous savez, moi, j'adore ces changements de paradigme qui permettent de prendre un statu quo qui paraît immuable et changer quelques paramètres à l'intérieur pour montrer que c'est possible. Et cette histoire de déchets, c'était pas possible jusqu'à maintenant, mais ça l'est maintenant. exactement, Maintenant, il y a une entreprise qui permet de le faire. dans votre besace, ce procédé conçu par la société Néolith qui transforme ces fameux gravats en pierre. Comme quoi, c'est possible. On regarde tout de suite quel est ce procédé et on se retrouve juste après. En France, 40 millions de tonnes de déchets non recyclables sont enfouis ou incinérés chaque année. Chez Néolith, on propose de les fossiliser pour en faire des granulats de construction. Minéraliser nos déchets, c'est le défi relevé par Néolith qui propose un procédé insolite de fossilisation de nos détritus. On va prendre ces déchets-là, ils vont être convoyés jusqu'à tout un système de broyage ici, qui va nous permettre d'obtenir une poudre inférieure à 500 microns de déchets. Ensuite, cette poudre sera amalgamée avec un liant très particulier de notre composition. Ce mélange poudre-liant sera pressé et extrudé pour obtenir des granulats. Une histoire de famille et une intuition au départ qui mûrit dans la tête de William. Pour cet ancien tailleur de pierre, le secret de la fossilisation se cache sous nos pieds. En Anjou, quand on est maçon tailleur de pierre, on ravale un matériau qui s'appelle le tuffeau, qui est les déchets du Crétacé. Donc j'ai fait un parallèle en me disant si on pouvait faire une sorte de calcaire des déchets de maintenant, je pourrais peut-être arriver à faire quelque chose. En bout de chaîne, un gravier identique aux sédiments naturels. Le début d'une nouvelle ère géologique pour des fossiles nouvelle génération. Ça, c'est un peu plus de 80% de déchets et on obtient à peu près les qualités de ce qu'on appelle une pierre demi-dure. Une alternative efficace. En France, on évalue à près de 400 millions de tonnes la demande annuelle en granulats. Pour garantir un nouveau cycle à nos résidus, il faut remonter à la source du déchet, comme sur ce chantier de démantèlement. Cette benne-là, c'est vraiment la benne de déchets banals du chantier. Donc on va y retrouver tout ce qui va être les plastiques, les placos, la laine de verre, un peu tout ce qu'on peut retrouver sur un chantier qui ne sont pas du gravat. Et on va en faire des granulats qui pourront être utilisés notamment dans cette construction. L'innovation ouvre à présent de nouvelles perspectives. Le projet pour 2023, recycler nos poubelles domestiques. L'ambition de Néolith, c'est de pouvoir transformer les ordures ménagères dans leur globalité. Donc nous, on voit la fossilisation comme une nouvelle filière industrielle qui tendrait à venir remplacer entièrement l'enfouissement et l'incinération. Une solution simple qui pourrait enfin réconcilier l'écologie et l'activité industrielle. Si on pouvait traiter l'ensemble des ordures ménagères françaises, on pourrait réduire de 5% l'impact carbone français, donc toute industrie confondue. C'est à peu près 2 fois l'équivalent du transport aérien, donc c'est assez considérable. Reportage donc signé Max Cour. Valoriser donc 75% de nos déchets issus des chantiers de construction à horizon 2025, donc c'est réalisable, on vient de le voir, Néolith l'a prouvé. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est réplicable à l'échelle nationale? Alors totalement, totalement. Et on peut aller même encore plus loin maintenant. Il y a une des solutions labellisées qui est une plateforme d'échange pour déchets de construction, de manière à ce qu'au lieu de jeter les déchets dans les décharges publiques, on puisse les utiliser directement sous forme de gravats recyclés pour le béton. Et aujourd'hui, des sociétés comme Holcim, Lafarge Holcim, arrivent à utiliser 100% de déchets recyclés pour faire du béton. Eh bien, la loi permet entre 5 et 50% maximum. Parce qu'il y a le principe de précaution. On se dit, oh là là, c'est nouveau, etc. Mais prouvons que c'est possible, prouvons qu'on peut le faire, et ensuite, encourageons-le. Mais cette manière de retenir les choses, quand on sait la charge de carbone incroyable qu'il y a dans la fabrication de bâtiments avec du ciment carboné et du béton neuf, ben on voit que maintenant, on peut déjà utiliser du ciment partiellement décarboné et du béton qui vient du recyclage. Donc, il faut vraiment que les législateurs maintenant ouvrent les yeux sur ce qui existe, parce que la progression des solutions par rapport à il y a 5 ans est exponentielle. Il y a 5 ans, j'aurais jamais pu vous dire tout ça. Aujourd'hui, je peux, et dans 5 ans, si tout ça n'est pas appliqué,
eh bien, ce sera trop tard au niveau d'urgence climatique. Ouais. Dans ce contexte d'inflation et de flambée des prix de l'énergie, de ce pouvoir d'achat qui est durablement impacté, vous proposez aussi, dans ce prêt à voter, des solutions concrètes pour y faire face, qui réduisent aussi la facture. Je pense à Celsius Énergie, une pompe à chaleur pour les immeubles qui divise la facture par 5. Oui, oui. On fait coup double. Mais exactement. Vous pouvez utiliser des puits géothermiques, 180 mètres de profondeur. Cette technique-là vient d'une entreprise pétrolière qui se recycle, hein, c'est Schlumberger. C'est quand même intéressant de voir que maintenant, il faut qu'ils aillent forer pour de la chaleur plutôt que simplement pour du pétrole. Ils branchent des pompes à chaleur sur ce réseau géothermique et vous pouvez non plus, comme autrefois, chauffer seulement des maisons individuelles en banlieue, vous pouvez chauffer des immeubles de grande taille dans les centres-villes. Et ça, c'est une révolution en termes de chauffage. Et comme vous le dites, c'est tout à fait juste, c'est une facture d'énergie divisée par 5. Quel accueil vous avez reçu? Il y a un investissement au départ, c'est vrai. Mais un investissement, c'est de l'argent qu'on met pour en obtenir plus. Bah oui. Et maintenant, il commence à y avoir des nouveaux systèmes de financement qui se mettent en œuvre pour vendre la chaleur plutôt que vendre la pompe à chaleur. Donc les gens ont des pompes à chaleur qui peuvent être installées comme ça, et ils payent chaque mois leur chaleur beaucoup moins cher que si c'était du gaz ou du fuel ou juste de l'électricité normale dans un radiateur électrique. Et puis, ils n'ont pas d'investissement à faire, ils payent simplement leur facture de cette manière-là, sur 20 ans. Quel accueil vous avez reçu pour cette solution? Mais quand vous parlez aux gens, ils ont tous l'air séduits. Et puis quand vous demandez qu'il y ait des facilitations administratives, bah, tout à coup, tout le monde se renvoie la balle et puis il n'y a pas grand-chose qui bouge. Alors heureusement, cette solution-là, elle arrive à se développer quand même parce qu'elle est tellement spectaculaire que même sans facilité administrative, ils arrivent à s'y retrouver et à s'implanter de mieux en mieux. Et il y a maintenant une association sur la bioénergie qui se crée en France, justement sur toute l'énergie qu'on arrive à tirer du sol, ou de la géoénergie, je crois qu'ils appellent ça. Il y a plein d'initiatives, c'est génial ces solutions, mais votre initiative, et je souhaite évidemment qu'elle soit couronnée de succès, elle me rappelle un peu, pour l'instant, et l'avenir nous le dira, parce que vous prenez votre bâton de pèlerin et vous allez voir les sénateurs, et voilà, c'est votre combat du moment, cette Convention citoyenne pour le climat en France. 150 citoyens français tirés au sort, qui ont formulé des propositions de loi, finalement, 10% ont été retenus. Est-ce que le risque pour vous, mais vous le prenez, vous avez raison, c'est qu'on se retrouve finalement aussi avec quelques mesures prises et pas suffisamment au regard de ce qu'il faut pour qu'on réussisse à sauver la planète? La grande différence, c'est que la Convention citoyenne n'avait pas proposé des solutions techniques, ils avaient proposé surtout des changements de comportement. Et ça, c'est toujours beaucoup plus conflictuel. Si vous interdisez la publicité, ben vous vous heurtez aux médias qui ne vivent que par la publicité. Ça, c'était une des propositions de la Convention citoyenne. Donc, c'est clair que c'était clivant. Que ce soit juste ou faux, c'était clivant. Nous, ce qu'on veut, c'est faire du gagnant-gagnant entre l'économie et l'écologie par des solutions techniques qui existent et qu'on peut implémenter. Vous restez optimiste sur le fait qu'on puisse encore sauver la planète et limiter sous 2 degrés le réchauffement climatique d'ici 2100? Alors, pour moi, l'optimisme ne sert à rien. Parce que si on est optimiste, on se dit de toute façon ça ira bien, il n'y a rien besoin de faire. Et pessimiste ne sert à rien parce qu'on se dit de toute façon c'est foutu, donc il n'y a rien à faire. Donc je pense qu'il faut être réaliste. Et le réalisme, c'est quand on sort de son idéologie personnelle pour aller prendre un peu partout tout ce dont on a besoin pour obtenir un résultat. Et à ceux qui disent, Bertrand Piccard, que la décroissance économique, c'est le meilleur moyen de respecter les engagements climatiques, est-ce que vous répondez? Je dis qu'il faut décroître la pollution, il faut décroître la démesure, il faut décroître le gaspillage, il faut décroître l'inefficience. Oui, ça oui, mais décroître l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez moins d'argent à redistribuer pour l'éducation, pour la solidarité, pour la santé, pour la sécurité sociale, pour les retraites. Est-ce que c'est ça que les gens veulent? Et puis moi, je vous dis aussi que la décroissance économique, c'est un problème de riches, parce que vous allez voir dans les pays en développement, qui représentent quand même la majorité du monde, allez leur parler de décroissance économique quand ils n'arrivent déjà pas à se nourrir et à s'éduquer. Mais c'est aberrant. C'est impensable. Pour vous donner une idée de ce que c'est que la croissance et la décroissance, pour héberger les nouveaux venus sur Terre dans les 20 prochaines années, plus le résultat de l'exode rural dans les villes, il faut construire tous les 4 mois
tous les 4 mois, l'équivalent d'une ville comme Manhattan. Alors, elle est où la décroissance? Donc, ce n'est pas la décroissance économique qu'il faut. Il faut utiliser maintenant toutes les solutions techniques qui existent, mais qui existent maintenant, pas celles du futur hypothétique, celles qui existent maintenant. Et il y en a. Pour que toutes ces constructions, tous ces nouveaux venus sur Terre, etc., ne créent pas un impact désastreux sur l'environnement. À ceux qui disent Bertrand Piccard est formidable, mais la technologie pour sauver la planète, c'est un doux rêve. Il faudra changer les comportements, de la sobriété, et que tout ne peut pas reposer sur les innovations et la technologie. Vous leur répondez quoi? Je réponds que c'est tout à fait juste, que ce n'est pas la technologie qui va sauver la planète, c'est ce qu'on en fera. Et alors maintenant, la sobriété et l'efficience. Je vous donne un exemple. Si vous demandez de la sobriété aux gens et de passer de 21 degrés de chauffage à 19 degrés, OK, ils vont gagner 14% sur la facture énergétique et sur les émissions de CO2. Maintenant, ils mettent une pompe à chaleur avec un puits géothermique, ils divisent par 5 leurs émissions de CO2. Mais ils n'ont peut-être pas les moyens d'acheter cette pompe à chaleur. Ils divisent par 5 leur facture énergétique et il y a des moyens de financement maintenant qui font qu'on n'a plus besoin de payer sa pompe à chaleur. On peut avoir une installation de pompe à chaleur et on paye que la chaleur produite. On paye l'usage au lieu de payer le produit. Voilà, donc on reste déterminé, ni pessimiste ni optimiste, mais déterminé à avancer. Mais absolument. Merci absolument. pour cet entretien passionnant. Bertrand Piccard, donc, invité spécial de Pourvu que ça dure. Merci à vous. Avec plaisir. Merci de l'invitation. Voilà. C'est la fin donc de Pourvu que ça dure, l'émission qui rend l'éco-responsable sur Public Sénat. Émission à voir ou revoir sur Public Sénat. Le replay, je vous le rappelle, c'est publicsénat.fr. Rendez-vous dans 2 semaines.